Voilà une relecture à froid sur ces événements qui ont enflammé les quartiers. Le film date de 2015, 10 ans après les émeutes. Mais aujourd'hui, en 2020, qu'en est-il? On en ressort avec un sentiment d'échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi a-t-on l'impression d'avoir fait du surplace en matière de politique de la ville? Sentiment aussi de résignation. Les plus jeunes, notamment, semblent regarder les émeutes de 2005 comme si ces colères, ces combats n'étaient pas les leurs. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il de leur état d'esprit? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film, L'écho de la révolte, signé Raphaël Benisti. Et pour approfondir à présent, j'accueille Nasreddine Yahya. Bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le film, vous habitez La Courneuve, vous êtes aujourd'hui directeur d'école, militant associatif et éducateur de football. À vos côtés, Jeanne Demoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre et vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore beaucoup sur les jeunes des quartiers populaires. Nous sommes en ligne avec Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Ancienne secrétaire d'État à la ville et maire socialiste de Vaux-en-Velin dans la métropole de Lyon. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Et avec nous, à mes côtés, Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui députée européenne dans le groupe Renew Europe. Mais surtout, et c'est à ce titre que vous êtes là, vice-présidente du Conseil national des villes. Alors je le disais, c'est un film qui date déjà d'il y a 5 ans. Il évoque des événements qui se sont déroulés il y a 15 ans. Est-ce que pour autant, Fabienne Keller, vous voyez des constantes entre la situation de 2005, l'année des émeutes, celle de 2015, l'année où a été tourné le film, et celle d'aujourd'hui, en 2020 ? Bien sûr, il y a des difficultés qui sont toujours là et je dirais même qu'elles s'aggravent. Notre demande forte, c'est par exemple l'accès aux droit à la santé, à l'éducation, à l'accès à la promotion républicaine, hein, c'est-à-dire au choix d'un travail après des études constructives, droit à pratiquer un sport, une activité culturelle, au fond comme tout le monde. C'est cela la demande fondamentale des quartiers fragiles de France. Alors la politique de la ville a un peu atténué les écarts très marqués entre ces quartiers et l'ensemble des autres quartiers de nos villes, mais pas suffisamment. Parce qu'il y a aussi des forces qui sont à l'œuvre. Peu de gens vont choisir d'habiter un quartier fragile. Donc, à une fragilité, à une pauvreté se rajoutent de nouvelles fragilités. Donc, il y a besoin de politiques publiques extrêmement fortes. Moi-même, je me suis engagée avec Borloo, avec le plan Borloo. À ce moment-là, je suis maire. C'est-à-dire qu'il faut changer un peu tout à la fois. Le physique, la qualité des logements, essayer de réinstaller des entreprises, épauler les établissements scolaires, les directeurs d'école, mais aussi faire venir des structures de santé, hein, et on l'a vu à l'occasion de la Alors, on va parler des solutions, qui sont mais très absentes dans les quartiers difficiles. On va parler de les tout médecins ce qu'il faut faire. Et les hôpitaux, il n'y en a pratiquement pas. Ouais. Et on va parler de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qui manque notamment. Mais restons pour le moment sur le diagnostic. Et Hélène Geoffroy, vous avez été surprise par ce que vous avez vu dans ce film où vous dites finalement ça correspond à la situation que nous vivons aujourd'hui? Pas totalement, bien sûr, il y a des constantes qui restent, c'est-à-dire le sentiment, et là une réalité d'ailleurs, que les choses ne vont pas assez vite pour transformer nos villes. Mais c'est aussi la réalité que, puisqu'on parle de ce que les politiques publiques ont pu produire, au fil des générations, des questions qui restent les mêmes, c'est-à-dire comment fait-on partie intégrante de notre pays, comment est-on pleinement partie intégrante de notre République? Ça, ce sont des questions qui restent permanentes parce que les sujets, finalement, de mémoire, de raisons pour lesquelles nous sommes ensemble, n'ont pas encore été suffisamment, de mon point de vue, travaillés. En revanche, il y a aussi des différences parce que, en fonction des territoires, et la situation n'est pas la même en Île-de-France, à Métropole de Lyon, ou si on va à Marseille ou Métropole de Rouen. Et donc, c'est aussi des réalités liées à ce que les politiques de territoire ont fait. Et on voit des transformations urbaines. Fabienne Keller parlait du plan Borloo. Il y a des transformations urbaines et il y a des habitants qui vont mieux. La réalité, c'est qu'ils sont partis le plus souvent ceux qui ont réussi grâce aux politiques publiques et ceux qui sont arrivés vont parfois moins bien, y compris sur des questions économiques. Et donc, c'est normal que chaque fois qu'on se pose à un temps T, on ait l'impression de ne pas voir les choses évoluer, mais les habitants peuvent avoir changé.
Nasreddine Yahya, en termes d'aménagement, notamment si on essaye de voir ce qui a changé depuis que le film a été tourné, chez vous, à la Courneuve, il y a eu du changement, il y a notamment en termes de transport public, d'aménagement du bâti. Alors oui, moi ayant grandi à la CED 4000, aujourd'hui la CED 4000 n'est plus, même si le nom persiste et ça ne permet pas une forte attractivité du quartier. Mais il est vrai que moi j'ai pu participer à des ateliers de travaux urbains orchestrés par la municipalité de la Courneuve qui permettaient aux habitants de participer justement au futur choix du futur quartier. Et ça, vous l'avez vu et aujourd'hui, votre quartier est différent de celui dans lequel vous avez grandi. Je l'ai vu, j'y ai participé et aujourd'hui, je le vois, le quartier a totalement changé. L'objectif de l'ANRU, c'était de désenclaver les quartiers, leur permettre une meilleure ouverture sur la ville et voire sur une telle intercommunalité. Ça permettait aussi d'avoir une mixité sociale et une diversification des structures, qu'elles soient économiques, de loisirs ou autres. Après, moi, le point qui me semble, moi, à mon humble avis, qui a encore à travailler et à pousser encore un peu plus, c'est sur la mixité sociale. Je pense que la mixité sociale n'est pas encore réussie parce qu'il y a un manque de fidélisation des habitants. Ceux qui réussissent le plus, certains partent. Et un manque d'attractivité d'habitants d'ailleurs qui viennent y habiter dans ces quartiers. Ça, on va évidemment avoir l'occasion d'y revenir. Jeanne Demoulin, sur ce point assez précis, sur ce qui a pu changer en quelques années depuis que le film a été tourné, est-ce qu'il y a quand même quelques améliorations qu'on constate sur le terrain? J'imagine que ce n'est pas homogène, mais... Je pense que c'est vraiment très différent d'un quartier à l'autre et d'une ville à l'autre, que si on prend simplement l'échelle de la métropole parisienne, entre des villes très proches banlieue, première couronne, comme Pantin, ou qui connaît un processus important de gentrification, et des villes comme Clichy-sous-Bois ou Corbeil-Essonnes, ou qui sont plus lointaines, le changement va être très différent. Ce qui est très important aussi, c'est ce qui est lié à ce que vous venez de dire sur l'image, c'est-à-dire la Cité des 4000 restera à la Cité des 4000, quelque chose qui change très très lentement, c'est l'image qu'on la perception, l'image qu'ont ces territoires, et du coup les discriminations, les stigmatisations territoriales que vont vivre les habitants et en particulier les jeunes de ces territoires quand ils essayent de changer, de sortir de leur quartier. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce que je voulais justement vous montrer un court extrait du film dans lequel on voit une jeune fille parler du ressenti, de la manière dont elle perçoit, la manière dont on parle des habitants des quartiers. C'est parfois même, c'est presque drôle, mais évidemment ça appelle pas mal de commentaires. On regarde et puis on en parle après. Ouais, ils sont restés. Mais c'est à ce moment-là qu'ils braquent les caméras vers nous, mais quand il n'y a pas ça, ils s'en foutent. Ouais. Quand il se passe des trucs, tu vois, des trucs où ils devraient justement faire montrer aux gens c'est comment tu peux expulser des familles entières et des enfants qui dorment dehors. Ça, ils ne montrent pas ça aux Parisiens, ça ils ne montrent pas ça au truc là, au journal de 20h là, Claire Chazal. Elle ne montre pas ça, elle. Oui, une émeute sanglante, agression de chauffeur de bus. C'est que ça qu'ils savent montrer. Voilà, ils ont vraiment l'impression, Fabienne Keller, qu'on les considère mal, qu'on parle mal du quotidien dans ces quartiers. Leurs paroles sont très fortes, et elles évoquent le fait qu'on parle toujours de l'insécurité. Même vos images tout à l'heure avec les flammes de voitures, c'est terrifiant ça pour des gens, que l'heure chez eux soit ainsi montrée. Et visiblement, ces jeunes filles, ça leur renvoie quelque chose qui ne les concerne pas, en fait. Et qui est en décalage avec la réalité qu'on vit sur le... qu'elles sont et ce qu'elles vivent. Ouais, qu'on vit sur le terrain. Il est évident que les mots dans nos quartiers, on les connaît. Donc, il n'y a plus besoin de les répéter de manière inlassable pendant des décennies. Par contre, il y a des réussites. Et ces réussites-là, au-delà des sportifs et des acteurs et dans le domaine du spectacle, il y a des réussites de la vie quotidienne. Moi, aujourd'hui, au 4000, je suis fier d'entendre qu'il y a des avocats, des médecins, des ouvriers, des agents territoriaux, des cadres, des enseignants, je suis issu des directeurs d'école. Et malheureusement, dans les médias, on montre la réussite des quartiers par le prisme de la réussite sportive. Moi, tout à l'heure, quand je voulais parler de sport, c'était pas uniquement pour créer des sportifs de haut niveau, mais utiliser le sport comme vecteur d'émancipation, d'éducation. Et aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels il va falloir traiter et à continuer à appuyer, entre autres, de tous les domaines que vous avez aujourd'hui ici traités. Mais il est vrai qu'il y a des réussites, mais elles ne sont pas marquantes, elles ne sont pas médiatiques. S'il y a un point sur lequel on a l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce, Jeanne Demoulin, c'est la question des discriminations. Bon, on pense à l'emploi, bien sûr, au contrôle aux faciès aussi, pour ce qui est des relations avec la police. Là, pour le coup, depuis 30 ans, ça n'avance pas ?
Alors, je ne saurais pas dire si ça n'avance pas complètement. Je pense qu'encore une fois, c'est varié. Après, la question que soulève la personne dans l'extrait du film que vous venez de montrer, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue médiatique, il y a encore du chemin à faire. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des médias qui ont un peu changé de manière de faire. Il y a des médias issus des quartiers populaires aussi qui se sont montés, qui donnent à voir autre chose. Mais ce que disent les jeunes avec lesquels on a travaillé dans le cadre de la recherche qu'on est en train de mener, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation collective des jeunes de ces quartiers qui sont des délinquants, qui sont des dealers, qui sont dans l'échec, et une valorisation individuelle des parcours de réussite, des parcours, par exemple des parcours sportifs, mais aussi des parcours dans la musique, ou voilà, mais qu'il n'y a pas dans les médias de valorisation collective de ces quartiers et des personnes qui y habitent. Je vais donner la parole à Hélène Geoffroy d'un mot. Oui, au CSA, on a travaillé grâce à Memona Interman sur cette question. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà, ils ont accepté d'intégrer un critère pour voir le nombre de personnes issues des quartiers et le rôle qu'ils jouaient dans les films et l'analyser. Alors on attend les premiers chiffres pour pouvoir en tirer les conséquences, mais c'est évidemment souvent des loupards et des garçons. Donc voilà, pour l'image, elle vient aussi de dans quelle situation on voit dans les films, dans les séries policières, les personnes issues des quartiers. Donc cette question d'image, elle est très très importante, parce que ce que vous avez dit, la question de l'habitation, jamais personne ne viendra habiter tant que l'image des quartiers est aussi déformée. L'image, elle vient aussi peut-être de la parole publique, des mots qui sont utilisés par les responsables publics. En préparant cette émission, je me rendais compte que l'année où est tourné ce film, c'est l'année où Manuel Valls, Premier ministre, parle d'un apartheid social, territorial et ethnique. Et je vais vous poser la question, Hélène Geoffroy, parce que je me souviens qu'à l'époque, ça avait déclenché un tollé. Est-ce qu'avec le recul, et en voyant le film qu'on vient de voir, est-ce que vous diriez qu'il a raison d'employer ce terme ? Moi, à l'époque, j'avais été interrogée d'ailleurs, parce que j'étais maire de Vaux-en-Velin, et puis ensuite, je suis devenue secrétaire d'État du gouvernement de Manuel Valls. Et moi, j'avais dit que ce qui était important, c'était de poser les diagnostics. C'est-à-dire que pendant un temps, c'était pas un apartheid, évidemment, au sens politique. La France n'a pas construit d'apartheid politique, évidemment. Mais que les quartiers populaires s'étaient construits justement, c'est peut-être sans stratégie, évidemment, mais peu à peu avaient concentré les situations les plus précaires, les plus difficiles de notre territoire, et notamment en termes de niveau de revenus. Et qu'ensuite, finalement, on était arrivé à considérer sur notre territoire qu'il y avait eux et nous, c'est-à-dire entre les personnes les plus aisées des centres-villes et les personnes des quartiers populaires, chacun se regardait comme s'il ne faisait plus partie d'un ensemble national. Et sur ce point-là, je pense qu'il fallait poser ce constat et travailler à en sortir. Et lorsque j'ai été secrétaire d'État à la ville, et dans ce qui se poursuit, les conseils citoyens ont été créés, c'est-à-dire la possibilité pour les habitants de prendre part au débat public et au travail sur l'évolution de leur quartier. Et l'un des premiers sujets qui est sorti, c'est la question de l'image des quartiers et de la stigmatisation qui est ressentie. Moi, je suis maire de Vaux-en-Velin, une ville qui a connu des émeutes en 1990. Nous restons quand même liés à cette histoire encore aujourd'hui, et c'est pareil, j'imagine, pour Clichy, etc. On vient de poser un diagnostic qui n'est pas forcément très, très optimiste, lui, pour le coup. Je voudrais quand même qu'on se pose la question, parce que je le disais, on sort de ce film avec un sentiment d'échec. D'abord, je ne sais pas si c'est votre impression, Nasreddine Yahia. Sur le film ? Ouais, est-ce que vous avez l'impression qu'il renvoie à un sentiment que finalement, on n'a pas tiré les leçons des émeutes de 2005 ? Moi, je dirais un sentiment de fatalité. De fatalité. Voilà, un sentiment de fatalité, c'est pas un mot que j'emploie au quotidien. Il faut sortir de cette fatalité. Moi, je suis comme la maire de Vaux-en-Velin, je suis plutôt optimiste. Si seulement on utilisait justement un langage approprié et optimiste. Alors, c'est pas qu'une question de langage. Je voudrais qu'on parle un peu des politiques publiques, Fabienne Keller. Pardon de vous poser la question comme ça, mais où est-ce qu'on a échoué ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a raté ? Moi, je pense qu'il faut pas qu'on ait ce regard-là. Il faut qu'on se demande ce qu'on peut mieux faire. Par exemple, au CNV, nous travaillons beaucoup sur la question des femmes et des jeunes filles. Les accompagner pendant leur scolarité, les encourager à être ambitieuses pour elles-mêmes. On constate qu'elles sont plutôt bonnes à l'école et que par contre, elles sont moins nombreuses passées l'obligation scolaire à 16 ans, alors qu'elles ont tout le potentiel et que l'école républicaine, c'est bien sa mission.
C'est un travail considérable des enseignants pour encourager les parents à laisser les jeunes filles tirer parti de tout ce que peut leur apporter l'institution scolaire ou le club sportif ou l'ensemble des personnes bienveillantes qui sont prêtes à les accompagner. Mais ces politiques doivent être renforcées parce que les jeunes sont nombreux dans les quartiers fragiles et parce qu'ils ont plutôt moins d'outils à leur disposition, donc il est normal qu'on les épaule un peu plus. Si je vous écoute bien, j'ai l'impression que vous dites on a beaucoup investi, vous parliez de l'ANRU tout à l'heure, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le bâti, dans les infrastructures, mais en fait aujourd'hui ce qui est important ce serait d'investir sur les personnes. Bien sûr, c'est l'humain, mais rappelez-vous qu'il y a eu une excellente étude faite sur la Seine-Saint-Denis qui a démontré que malgré la politique de la ville, en fait les moyens investis en Seine-Saint-Denis sont légèrement inférieurs aux moyens, les moyens humains, enseignants, policiers, infirmières, etc., sont légèrement inférieurs à un quartier ordinaire. Donc c'est toute cette question du regard qu'on a sur les quartiers. Il faut qu'ils aient ce qu'on appelle le droit commun, qu'ils aient accès aux grandes politiques publiques comme ailleurs, et avec peut-être des accentuations sur certains aspects que je citais, épauler un peu plus les jeunes filles, traiter plus fortement la question de la santé, puisque la situation de la santé n'est pas bonne dans les quartiers. Ça me donne d'ailleurs l'occasion de parler de la période qui vient de s'écouler. Jeanne Demoulin, vous avez l'impression que cette période de confinement très, très longue que nous venons de vivre, elle a été particulièrement mal vécue dans les quartiers. Les jeunes auxquels vous avez affaire, ils vous en parlent ? Oui, on a mené une enquête pendant le confinement auprès des jeunes avec qui on a travaillé dans le cadre de la recherche que je citais précédemment. Je ne dirais pas que les jeunes ont ceux qu'on a interrogés, encore une fois, je dirais pas qu'ils ont particulièrement mal vécu le confinement. Je dirais qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est aussi celle des classes populaires de manière générale, qui est très forte et qui s'est activée, qui leur a permis de vivre avec ce confinement. Ce que je dirais simplement, c'est qu'ils ont été mis, comme ça a été montré beaucoup dans les médias pour l'ensemble des classes populaires, ils ont été mis dans des situations très compliquées, en particulier pour ceux qui ont continué à travailler, puisqu'on a parlé des habitants, mais les jeunes sont aussi cette main-d'œuvre qui peut être envoyée plus rapidement, plus facilement dans tous les métiers qui ont été... Voilà. Après, ce que je dirais, c'est qu'il y a des ressources très fortes qui ont été activées pour ces jeunes, en particulier celle de la famille. Les jeunes avec qui on a échangé sur ce sujet ont expliqué qu'ils se sont beaucoup recentrés sur les questions de famille, le lien avec leur famille, qu'il y a énormément d'initiatives solidaires qui se sont mises en place, qui ont été pour partie médiatisées, comme à Pantin avec le collectif Solide 19, à Clichy avec le collectif Assez le Feu, et il y en a d'autres. Et enfin la religion, qui a aussi constitué une ressource. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un des points qui est finalement absent du documentaire. La question religieuse, en tout cas en l'occurrence, ça a joué un rôle de ciment dans la période qui vient de s'écouler ? De ciment, non, mais de ressources. De ressources, c'est-à-dire, et qui, encore une fois, je ne voudrais pas que ce que je dis là fasse dire que c'est la religion musulmane, l'islam, etc. Je pense que la religion est une ressource pour tous ceux qui sont religieux, et que l'ensemble des personnes qui ont une religion ont pu trouver dans la foi une ressource pendant cette période. Et donc ça n'a pas forcément constitué un ciment au sein, un ciment collectif, mais en tout cas une manière individuelle de faire face aux épreuves qui étaient traversées. Nasreddine Yahia, juste sur ce point et rapidement, cette période de confinement, vous avez-vous le sentiment que ça a suscité beaucoup de solidarité, mais peut-être des difficultés aussi, toujours dans le ressenti que les personnes peuvent avoir par rapport à la manière dont ça s'est passé ailleurs sur le territoire ? Les difficultés rencontrées au quotidien tout au long de l'année se sont accentuées avec le confinement. Lorsqu'on n'a pas accès aux soins de manière classique, c'était beaucoup plus compliqué. Lorsque les élèves peuvent rencontrer des difficultés à l'école, ils ont pu rencontrer des difficultés encore plus prégnantes durant cette période. Donc effectivement, les difficultés rencontrées tout au long de l'année n'ont pu que s'accentuer et augmenter. Après, la solidarité, effectivement, dans nos quartiers, et pas que dans nos quartiers, en tout cas, moi, vivant dans ces quartiers, j'ai pu voir énormément de solidarité, des personnes qui sont venues en aide aux personnes les plus démunies,
à tous les niveaux. Des personnes qui ont pu donner des denrées alimentaires pour ceux qui n'avaient pas les moyens parce que n'allant pas au travail, n'étant pas forcément payés ou en utilisant le chômage partiel. Donc effectivement, dans nos quartiers, il y a eu énormément de solidarité. Après, la difficulté, moi, principale que j'ai pu rencontrer, c'était pour ceux qui vivaient dans des logements soit insalubres, soit très étroits. Donc, se confiner dans ces endroits-là, à un moment donné, ça peut être très, très long. Ouais. Alors nous, au CNV, donc il y a 80 membres. Au Conseil national des villes. Conseil national des villes. Donc nous avons vraiment constaté une incroyable mobilisation. Je pense plutôt plus forte qu'ailleurs, parce que la solidarité, c'est une valeur forte dans les quartiers, alors même que les conditions matérielles étaient très difficiles. Et je voudrais dire que il y a une proportion de gens dans les quartiers qui ont continué à travailler qui est très forte, parce qu'ils sont très souvent dans la logistique. Beaucoup de caissières de supermarchés, beaucoup de mamans solo habitent dans les quartiers fragiles. Donc ils ont fait partie de cette France des invisibles jusque-là, mais qui nous ont permis de vivre pendant cette période. Donc les quartiers ont montré en quelque sorte leur résilience. Ce que je voudrais ajouter, qu'on a beaucoup entendu, c'est que les jeunes se sont mis dans des situations très difficiles par rapport à leur famille et à l'angoisse qu'ils avaient de contaminer leurs parents. C'est-à-dire que eux, étant jeunes, d'après les premières informations qu'on avait, étaient moins susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Cependant, ils sont très nombreux à habiter dans le foyer familial, puisque les décohabitations se font très très tard. Et du coup, à se dire, il faut que je travaille, c'est important que je travaille. Et en même temps, comment je vais faire? Donc il y en a qui se sont confinés dans certaines pièces de la maison, il y en a qui ont fait un choix drastique de déménager, d'aller s'installer dans des logements qui pouvaient être disponibles ailleurs, chez d'autres personnes, où il y avait moins de risques, en fait. Et une dernière chose que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a aussi ce travail du care, du prendre soin, dont on a peu parlé jusque-là, pendant la période du confinement, que ce sont les jeunes qui se sont beaucoup occupés des parents malades, occupés de faire l'école à la maison, occupés d'énormément de choses qui concernent le travail du soin. Et je tiens à souligner que ce ne sont pas que les filles qui se sont chargées de cette tâche-là. Merci beaucoup de ces précisions. Je voudrais qu'on revienne à là où on a laissé le débat il y a quelques minutes sur la question de la politique de la ville. Alors il y a toujours c'est un vocable qui tout de suite appelle des quantités absolument astronomiques, puisqu'on a parlé de dizaines de milliards d'investissements. Fabienne Keller, vous m'arrêtez si je me trompe dans les ordres de grandeur depuis maintenant quelques années. Hélène Geoffroy, question simple, est-ce qu'on s'y prend bien en déversant des milliards? Dans le film, il y a quelqu'un qui dit c'est parfois de l'argent jeté par les fenêtres. C'est surtout une idée préconçue, les milliards qu'on déverserait sur les banlieues. Parce que Fabienne Keller le rappelait, souvent nous n'avons pas ce qui est le droit commun. Quand des villes qui sont importantes n'ont pas de commissariat, pas d'agence de Pôle emploi, et que les seuls services publics qui restent, ce sont les écoles, au pied des immeubles, et donc d'ailleurs j'en salue les enseignants et directeurs, ça veut dire que nous n'avons pas ce qu'ont tous les autres territoires et que l'argent qui devrait venir en plus se substitue et parfois en nombre moins important. Et ce qui a frappé beaucoup, je crois, tous ceux qui ont suivi tous ceux qui parlent de politique de la ville, c'est l'argent déversé, l'argent donné, enfin porté pour démolir et reconstruire des immeubles. Mais une ville ne se fait pas uniquement à travers le bâti, et c'est important de désenclaver, et c'est très important de continuer à avoir des transports et réhabiliter le logement, mais une politique se construit aussi au travers des politiques d'éducation, de sécurité, de santé, et c'est de participation des habitants. Moi, j'ai des quartiers de Vaud qui ont été refaits avec le premier programme en rue et qui a permis de refaire des quartiers agréables. C'est encore l'un des quartiers où le taux de participation est le plus faible, c'est-à-dire le taux d'abstention est le plus élevé, c'est-à-dire que les habitants, même si leur environnement de bâti a changé, considèrent que leur vie, finalement n'étant pas transformée, n'ont pas de raison de se dire que l'action publique sert encore à quelque chose. Et donc, c'est encore une réflexion importante. Et donc, aujourd'hui, dans les programmes tels qu'ils sont pensés, l'idée est d'allier ce qu'on appelle l'urbain et l'humain, et d'allier toutes les autres politiques. Et l'éducation est un des enjeux. L'éducation et l'accès à l'emploi sont des enjeux majeurs. Souvent, on considère que les parents en quartier populaire ne s'intéressent pas à l'éducation de leurs enfants. C'est une erreur.
Ils surinvestissent encore l'école et on l'a vu pendant le confinement. Ils ont été tous très inquiets à l'idée que les enfants décrochent de façon durable. Et c'est sur ces sujets-là que nous devons aujourd'hui nous tourner de façon plus massive aux côtés du renouvellement urbain qui doit se poursuivre parce qu'on doit avoir des quartiers plus agréables. Et comme je disais que j'étais optimiste, ce sera ma dernière phrase sur le sujet, j'ai une note d'optimisme parce qu'on voit dans la métropole de Lyon des quartiers, comme la Courneuve, parce que j'ai l'occasion d'aller, des quartiers qui se transforment et des classes moyennes qui restent, c'est-à-dire des habitants qui vont mieux et dont le premier mouvement n'est pas de s'enfuir à toute vitesse, mais qui restent dans le quartier transformé. Mais l'effort, il ne doit pas se relâcher, il doit se poursuivre. Et on doit traiter les autres sujets de cadre de vie, sécurité, qui restent encore importants. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que ça fait écho, Hélène Geoffroy, à un autre extrait que je voulais vous montrer. On va se demander si dans notre débat, si ces habitants sont résignés. Vous avez beaucoup parlé de ces habitants qui sont tentés par le départ des quartiers. Regardez, il y a un exemple dans le film. Moi, je peux plus, moi je vais déménager. Moi, je me marie seulement, je... Qui va te marier? À ma cousine. Moi, j'ai Non, mais bah ouais. Non, j'aime bien, mais. Non, mais c'est en fait, normalement, c'est quoi? elle doit Moi, être c'est bâtiment, tout ça, vas-y. Ça me saoule. Regarde maintenant, Préserve-Ravel, c'est bien maintenant. Les petits bâtiments, faire des petits bâtiments. Et après, on aura un peu de lumière. De lumière, ouais. J'ai envie d'habiter dans des quartiers un peu. C'est quoi les quartiers? Non. On va dire, tu vois, dans le 9-5... Le 9-5, il y a des cités, il y a Goussainville, non, tout pas ça. dans les cités. Je sais pas, mais dans des trucs posés, tranquilles. T'entends même Dans pas un chat. quartier, une ville calme, comme Duny, Voilà, Drancy, Duny, tout ça, compagnie, là. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, le mail, c'est bon. J'en ai marre. Non, mais ça, c'est plus vivable. C'est plus vivable. Ah, moi, je te le dis. Je vais déménager, moi. Nasreddine Yahya, l'envie de partir, comme ça, de quitter le quartier, c'est quelque chose qui est très répandu? Oui, c'est très répandu. Mais après, il y a un paradoxe, parce qu'il y en a aussi, il y a certaines personnes qui y restent. Mais c'est vrai que si les quartiers n'évoluent pas, ou évoluent très lentement, une fois la réussite acquise, on a envie de partir pour le bien de ses enfants, pour le bien de sa famille. Et je suis d'autant plus touché, ce sont deux amis qui parlaient sur la vidéo, et qui... Derrière ce côté, cette envie de partir, ils sont encore attachés au quartier, à la ville. Ils sont restés? Parce qu'ils y sont toujours. Ils y sont toujours 5 ans après, alors. C'est ça. Ouais. Donc il y a cette... Voilà, c'est le paradoxe, c'est un peu... Vous avez eu l'occasion de leur en parler, de savoir, voilà, finalement, pourquoi ils restent? Non, mais je pense qu'après l'émission, on parlera avec eux. Ouais, c'est intéressant parce que on a beaucoup parlé, Jeanne Demoulin, d'assignation à résidence, avec l'idée que, de toute façon, il n'y avait pas la possibilité même de partir pour ceux qui le voudraient, mais on sent qu'il y a une ambivalence. Il y a aussi des gens, voilà, des gens qui sont très attachés à l'endroit où ils ont grandi. Oui, je pense que le fait de dire que tous les habitants des quartiers populaires veulent partir de leur quartier, c'est un mythe. Mais ce qu'on vient de voir, c'est pas non plus un mythe. C'est que tous les habitants veulent partir, c'est un mythe. C'est quelque chose qui fonde aussi les politiques, qui a fondé beaucoup la politique de l'ANRU en disant, voilà, on va pouvoir reloger des personnes ailleurs et tout le monde va être ravi. Ce qui a été observé par de nombreuses recherches, c'est quand même que le fait déjà, il y a cet attachement au quartier dont vous parlez, mais l'attachement, c'est un petit peu difficile à définir comme ça. Ce qu'il y a derrière, c'est des choses concrètes, c'est-à-dire la solidarité de voisinage, des gens, les liens, le lien social, voilà, le fait d'habiter dans un quartier. On voit aujourd'hui qu'il y a des personnes, c'est pas tant que les personnes veulent partir de leur quartier, c'est plutôt qu'elles souhaiteraient un autre environnement et que cet autre environnement, en fait, tarde à arriver. C'est ce qu'elle dit. Elle, dans l'extrait que vous venez de montrer, elle dit les petits bâtiments comme ils ont fait là-bas, il nous faut des petits bâtiments, il nous faut un endroit calme, un endroit propre. Voilà. Après, c'est pas quitter le quartier en tant que tel, au-delà des questions de stigmatisation dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est avoir un environnement de vie qui soit acceptable, digne pour les personnes. Ceux qui ont réussi s'en vont, ça c'est un mythe ou pas? Alors, ça dépend. Je n'ai pas de statistiques sur l'ensemble des... Et puis, tout dépend ce qu'on entend par réussite. Après, ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, et encore une fois, ce n'est pas propre aux jeunes des quartiers, hein, c'est le droit de rêver quand on est jeune à un avenir idéal. Voilà, il y a aussi des aspirations d'habiter ailleurs, mais non pas pour quitter le quartier, plutôt pour faire une carrière qui nous emmènerait, par exemple, à l'international, qui nous emmènerait à Paris parce qu'il y a des postes importants, qui nous emmènerait après pour des raisons de confort de vie dans le sud, par exemple, pour les personnes qui habitent plutôt dans le nord de la France et en région parisienne, mais qui sont encore une fois des aspirations liées à la jeunesse qui ne sont pas
entièrement propre à la jeunesse des quartiers populaires. Je le disais, on perçoit quand même un peu de résignation. Vous parliez tout à l'heure, Nasreddine Yahia, de fatalité. Dans le film, en tout cas, ça revient assez souvent, le sentiment qu'on a affaire aujourd'hui à des jeunes qui sont plus résignés que ceux de votre génération en 2005. Pourtant, on a le sentiment que ces jeunes ont envie de s'engager, Fabienne Keller. Souvent, en tout cas, quand on parle aujourd'hui dans les médias des jeunes des quartiers, on parle souvent de jeunes qui s'engagent. Oui, il y a d'ailleurs une formidable énergie, une énergie probablement liée au fait qu'ils ont plus de difficultés pratiques, moins de facilité en tout cas. Donc ils ont une forme d'engagement, d'énergie. Il y a cette ambivalence entre résignation et énergie. C'est tout le sujet de la République qui doit les encourager à plutôt valoriser leurs talents, pouvoir réaliser leurs rêves, porter de l'ambition. Moi j'aime bien ce mot ambition parce que les jeunes des quartiers, la République leur offre des possibilités, notamment par la formation, l'éducation, et ils doivent pleinement en tirer parti. À charge pour nous aussi d'être attentifs à la stigmatisation, dont ils ne doivent pas être les victimes. Et c'est tout le sujet, Hélène disait, la question de travailler sur l'humain, aussi de la rencontre. Je ne suis pas cantonnée à mon quartier, je suis habitant d'une ville, je suis habitant d'une région et je dois le porter. Moi-même mère, j'ai beaucoup organisé des visites, des déplacements. C'est toujours très, très prégnant quand une personne d'un quartier dit « je vais à Strasbourg ». Mais non, tu y es, tu en fais partie. Mais en prendre conscience et du coup, une fois que la première découverte est faite, pouvoir en tirer parti pleinement de l'ensemble des structures culturelles, des beaux parcs, des lieux festifs, des différentes bibliothèques, etc. Il y a deux sujets sur lesquels je voudrais vous entendre, qui sont d'ailleurs liés, en tout cas dans l'actualité de ces dernières semaines. Le film, finalement, parle assez peu des relations aux forces de l'ordre, et pourtant, c'était en tout cas l'un des points de départ du drame de Clichy-sous-Bois. Ces relations restent extrêmement tendues. Je voudrais vous entendre là-dessus, Hélène Geoffroy. Est-ce que vous avez là aussi, avec le recul, le sentiment qu'on a fait du surplace depuis maintenant une vingtaine d'années ? En tout cas, c'est un sujet que nous n'arrivons pas à traiter de la façon la plus apaisée dans le temps. Parce que pour que ça fonctionne, il faut pouvoir y mettre un peu de durée. La première chose, et sans vouloir faire de débats partisans, il est vrai que la suppression d'une police de proximité, qui est certes ancienne, a entraîné une distanciation dans les relations entre les habitants et la police parce qu'elle n'est plus là au quotidien. Mais la réalité dans nos quartiers populaires, c'est que les habitants demandent beaucoup de police. Ils n'en demandent pas moins. Ils en demandent en réalité plus parce qu'elle est moins importante en nombre, en effectif dans nos quartiers populaires. À ça se rajoute une difficulté de relation claire entre les jeunes et la police, mais ce n'est pas les habitants en général. Et c'est vraiment pour notre jeunesse qu'il y a un sujet de travail. Et pour moi qui ai travaillé sur le sujet en tant que secrétaire d'État et maire, les efforts et les relations, le travail existe. La difficulté de le faire à la fois avec les hommes de terrain dans la police et pas seulement avec les gradés, et de le faire avec les jeunes, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on est sur des programmes qui finalement font se rencontrer les jeunes qui, je dirais, ont déjà plutôt avancé sur le sujet, et les gradés de la police, c'est-à-dire pas du tout ceux qui se retrouvent dans une relation au quotidien dans nos quartiers populaires. Et donc moi qui ai fait le prix de Paris, en tout cas dans ma ville, d'augmenter ma police municipale, j'ai l'espoir qu'on arrive à recréer du lien, parce qu'elle n'est pas dans les mêmes enjeux, une police municipale, mais recréer ce lien avec la jeunesse de compréhension et d'attention qui est absolument indispensable. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, le fait que dans les quartiers, il y a une demande de plus de police aujourd'hui ? Je m'inscris totalement avec ce que vient de dire la maire de Vaux-en-Velin. Avoir plus de policiers, c'est avoir plus de sécurité, mais pas uniquement. C'est aussi avoir accès à un commissariat qui va nous permettre de faire nos démarches administratives, tout simplement. Et donc, à partir du moment où il y a de l'insécurité dans un quartier, il faut plus de policiers. Mais je ne dirais pas plus de policiers, je dirais de meilleurs policiers. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvais policiers, mais je pense que les conditions de travail aussi des policiers sont exécrables, sûrement. Ce qui augmente les tensions
au travail. Lorsqu'on est au travail, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions, on ne fait pas notre travail correctement. En tout cas, on a du mal, et ça, c'est pour tous les corps de métier. Sauf que la police est un métier, est un corps qui est en confrontation au quotidien avec la violence, l'insécurité, les problématiques rencontrées dans nos quartiers ou en France en général. Donc à un moment donné, ça va fortement créer des tensions. On l'a vu dans le film, on se disait, et d'ailleurs le film se termine sur cette phrase assez étonnante aujourd'hui, la France, mais on sent bien que la personne qui prononce cette phrase veut parler de cette France des quartiers. La France, c'est un point d'interrogation. Je me demande même si c'est pas vous qui prononcez cette phrase. Non, je pense pas. Mais franchement, je ne pense pas. Est-ce que c'est une phrase que vous prononceriez aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous êtes assez serein, vous aussi, pour reprendre les termes d'Hélène Geoffroy, vous êtes optimiste sur l'avenir de votre quartier? J'ai envie de l'être, en tout cas je le suis. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de l'être. À un moment donné, il va falloir mettre les moyens. Que les habitants s'inscrivent justement dans cette réflexion de changement radical de nos quartiers. Il y a des outils à notre disposition par l'État, par les municipalités, les collectivités territoriales. Et à un moment donné, il faut s'engager. Quand je dis s'engager, ce n'est pas forcément politiquement, mais au niveau associatif ou même au quotidien, dans son hall d'immeuble. Il faut être acteur de son quotidien. Et c'est pour ça que la démocratie participative dans le cadre de la politique de la ville a un rôle essentiel. Aujourd'hui, on a souvent demandé aux habitants de participer pour l'aménagement de leur quartier, le réaménagement de leur quartier ou la rénovation urbaine. Il faut aller plus loin. Il va falloir leur permettre de participer, d'exercer le pouvoir. Et ça commence à se faire doucement, doucement. Il y a des municipalités qui l'organisent dans le cadre d'un budget participatif ou autre, où les habitants peuvent participer aux différents projets et peuvent même faire partie d'un jury pour l'élaboration d'un projet sur une ville. Mais il faut toucher à la santé, à l'éducation, à la justice, à tous ces sujets-là qui sont transversaux. Et à un moment donné, si les habitants, il va falloir trouver des outils innovants en termes de démocratie participative, autres que les conseils citoyens ou autres que les comités organisés ici et là dans nos villes. Voilà, beaucoup d'outils, beaucoup d'objectifs, beaucoup de sujets sur lesquels donc vous demandez de l'engagement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous, Hélène Geoffroy. Quelques conseils de lecture et notamment votre thèse, Jeanne Demoulin, la gestion du logement social, l'impératif participatif, qui était paru en 2016 aux presses universitaires de Rennes. C'est sur la participation des habitants dans le logement social. Autre conseil de lecture aux presses universitaires de France, celui-ci, Les politiques de la ville de Claude Chaline. Et puis, faire participer les habitants, ça rejoint exactement le sujet que vous évoquiez, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, signé Marion Carrel chez ENS Éditions, là aussi paru en 2016. Merci encore à tous les quatre et à très bientôt sur Public Sénat.